bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne. Et si vous regardez cet épisode sur YouTube, vous devez vous dire que j'ai fait fortune avec ce podcast, avec un superbe loft derrière moi. Désolé de vous décevoir pour ceux qui veulent s'inscrire en psycho. C'est pas comme ça que je suis arrivé ici. C'est juste qu'on est dans les locaux de Uniquement Vôtre à Lausanne, avenue de Sévelin 54, qui ont la gentillesse de nous accueillir dans un cadre top. Donc merci à eux. Et puis n'hésitez pas, rien qu'à faire la visite du magasin parce qu'il y a des espaces juste incroyables. C'est presque un petit musée. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce que je suis avec un invité. Vous avez l'habitude de me voir tout seul. Je suis avec Noam Yaron. Qui est, je ne sais même pas comment te définir. Attention. Parce que quand j'ai préparé un peu l'interview, j'ai fait mes recherches, les interviews, ton LinkedIn. Et puis, je suis tombé sur plein de choses, quoi. Donc, je me suis dit, d'abord, c'est un athlète. Puis après, non, c'est un chef d'entreprise. Ah non, c'est un influenceur. C'est un marketeur. Donc, bref, puis là, rien qu'en 5 minutes de discussion, tu m'as sorti encore beaucoup d'autres titres. Donc, je vais te laisser peut-être te présenter et puis on va dérouler ensuite. Avec plaisir. Déjà, merci d'être ici. C'est vrai que c'est comme un petit musée. C'est cool d'être là. Mais non, alors je dirais, moi, j'ai commencé, on va dire, ma carrière sur Internet. Donc, j'ai commencé sur YouTube, d'ailleurs. Donc, à réaliser des vidéos dans ma chambre. Et j'ai vraiment développé une passion pour non seulement la production de contenu, la création de contenu, mais aussi la communication, le marketing, tout ce qui touche finalement à tous ces métiers un peu du digital. Je me suis formé là-dedans, j'ai lancé mon entreprise, j'ai jamais vraiment travaillé pour quelqu'un d'autre. Okay. J'ai toujours eu évidemment des clients, mais c'est vrai que j'ai toujours eu un peu une âme, je dirais, d'entrepreneur, donc la fameuse casquette de chef d'entreprise comme tu as dit. Et ensuite, ma passion sportive, c'est évidemment la natation. Un sport que j'essaie de mettre en faveur de l'environnement au travers de défis comme la traversée du lac Léman à la nage en longueur. Et aussi, plus récemment, cet été, la traversée des 5 plus grands lacs de Suisse en 11 jours. Donc, j'ai à peu près 270 km de natation, on va dire, en eau libre à mon actif dans ces défis. Et l'idée, c'est de sensibiliser la population à des problématiques environnementales, plus précisément la préservation des eaux. Et à côté de ça, j'ai encore pas mal d'autres choses, mais qu'on pourra aborder, je pense, au cours de cette interview. Excellent. D'ailleurs, pour tous les projets que tu as, etc., évidemment, on va mettre toutes les infos dans les notes. À la place? Non, je rigole. Alors, on verra. Mais oui, ça, c'est important. C'est aussi, tu as cité en fait les deux choses qui m'ont attiré vers toi. Je t'ai découvert à travers Anrita Berchi, qui est ta préparatrice mentale. Exact. Qui est une amie, puis collègue psychologue. Et puis, j'ai suivi un peu le travail qu'elle faisait avec toi de loin via les réseaux sociaux. Et puis, quand j'ai commencé à faire ce podcast et à vouloir faire des interviews, je me suis dit, j'ai envie de pouvoir creuser un peu l'esprit de gens qui font des choses hors du commun et qui demandent beaucoup de force mentale, si on peut dire. Mais il y avait ce côté aussi avec un engagement pour l'environnement, qui est une cause qui me tient beaucoup à cœur aussi et que si j'ai l'occasion de la diffuser, je le fais volontiers. Donc, trop bien. Super que tu sois là. Il y a tellement de pistes sur lesquelles on pourrait partir, mais il y a une, c'est... En fait, la première question que je me suis posée, c'est comment est-ce que tu trouves tes idées de défis ? C'est une très bonne question. D'ailleurs, j'en ai beaucoup encore en stock que je suis en train de préparer. C'est un peu, je dirais, la trend de la fin d'année, de préparer sa nouvelle année. Je suis quelqu'un qui est assez, je dirais, fixé sur les objectifs. Pour ceux à qui ça parle, je suis Capricorne, donc un peu fonceur, on organise, etc. Et avec un ascendant Poisson, donc tout l'inverse. Très sensible, très axé sur les émotions, qui a pas mal d'intuition. Donc, c'est vrai que c'est deux antipodes qui sont pas toujours simples à gérer, mais qui, j'ai l'impression, sont un bon mélange pour vraiment apporter des projets qui non seulement ont de l'impact, mais ont surtout du sens. Et c'est vrai que pour moi, c'est vraiment ces deux variables qui sont très importantes dans tout ce que je fais. La natation, ça a toujours été une passion. Donc, c'est un sport vers lequel, naturellement, je me
finalement, je m'oriente pour créer des défis non seulement sportifs, mais environnementaux. Et après, dans tout ce qui est professionnel, jusqu'à maintenant, j'ai eu énormément de chance. J'ai pratiquement pas vraiment fait de publicité. Tu me diras que mon métier, c'est de la pub. Donc, c'est sûr que voilà, des marques m'ont découverte par rapport à ce que je faisais sur Internet, ont commencé à m'appeler, à me confier des missions, des campagnes. Et puis, au fur et à mesure, arriver à un niveau aujourd'hui où je représente voilà, des personnalités que j'aurais jamais pensé, avec qui j'aurais jamais pensé travailler, qui ont un impact énorme sur le monde, plus précisément sur l'environnement. Donc on se rend compte que la vie fait bien les choses. Et c'est vrai que là, je me suis jamais senti autant à ma place que là où je suis aujourd'hui. Ça peut changer, évidemment. Et puis, j'ai toujours eu envie de garder ce côté sportif. Et donc, maintenant, faire en tout cas, j'espère que mon corps me le permet aussi, et mon mental aussi, de réaliser un défi sportif par année en faveur de l'environnement. Et à côté de ça, j'ai une association qui a pour objectif l'environnement. Elle s'appelle d'ailleurs Objectif Environnement. Okay. Et le but, c'est de soutenir financièrement et d'accompagner des sportifs qui ont, comme moi, des défis en faveur de l'environnement et qui vont pouvoir parler finalement de causes que moi, je ne pourrais pas représenter. Quand on est nageur, c'est vrai qu'on a l'étiquette assez facile de préservation des eaux. Et je suis très content de porter cette cause-là. Mais il y a des autres sportifs qui ont des challenges tout aussi impressionnants, tout aussi beaux, et qu'avec un petit peu d'accompagnement dans des domaines où malheureusement ils ne sont pas forcément bons, la recherche de fonds, le marketing, la communication, toutes ces choses que j'ai pu développer aussi avec mon équipe au travers de ces 2 défis, la traversée du Léman et les 5 lacs. Et du coup, de pouvoir proposer non seulement une aide financière, mais aussi un accompagnement pour développer ce projet et de lui donner le plus d'écho possible, quoi. Je trouve intéressant parce que tu dis la vie fait bien les choses. Alors, il y a toujours une part d'opportunité, de chance, etc. Mais au final, tu t'as mis, en fait, t'as préparé le terrain pour que ces choses elles arrivent, autant par, tu disais, tu as commencé sur YouTube, j'ai vu tes anciennes vidéos, je suis allé vers le bas du YouTube. Et je trouve hyper cool, en fait, de voir comment, juste le fait de faire quelque chose qui te plaît, et puis de le pratiquer, même depuis un jeune âge, finalement, ça s'est fait naturellement après d'évoluer là-dedans. Bien sûr. Et puis, ce que tu dis, c'est qu'au final, avant tes défis, t'as des lignes directrices, que ce soit un engagement environnemental, un défi sportif, etc. Puis après, une fois que tu as des lignes qui sont claires, des valeurs qui sont claires, pour toi, déjà, c'est plus simple. Et puis après, pour les gens qui te découvrent, c'est très simple aussi de se dire, est-ce que je me retrouve dans ces lignes-là ou est-ce que je suis complètement à côté? Et c'est vrai que mes intérêts, ils ont beaucoup changé depuis que j'ai commencé. Mon but, je pense que c'est le but de beaucoup de monde et encore plus aujourd'hui, quand on commence à travailler sur les réseaux sociaux, c'est d'avoir le plus de vues possible, le plus d'abonnés possible. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis très très loin de cette recherche-là. Mon but, c'est de comprendre du mieux possible les plateformes avec qui je travaille. Finalement, ma présence sur ces plateformes, elle n'est plus ma raison d'être. C'est plutôt un outil de travail que je pratique au quotidien et auquel je propose mes services aujourd'hui en tant qu'entreprise pour gérer finalement l'image des autres. Et c'est vrai que de gérer d'autres comptes, de gérer d'autres personnalités, c'est un défi hyper intéressant parce qu'il faut réussir à se mettre à la place des autres. Il faut comprendre de la même manière qu'un psychologue finalement les enjeux, les problématiques que cette personne elle a. Il y a tant des entreprises qui vendent des produits, d'autres des services. J'ai des multinationales et aussi des personnes qui sont des businessmen, des philanthropistes. Enfin, il y a plein de choses. Et c'est vrai que on réfléchit à chaque fois de manière un peu différente. Et moi, je dirais c'est vraiment la stimulation mentale qui m'attire vers ce genre de choses, le challenge quotidien. C'est ça qui fait que je m'ennuie pas. Et surtout, c'est très rare que je sente que je travaille comme beaucoup de gens ont cette définition du travail, se lever pour aller gagner sa vie. Moi, c'est pas du tout ça. Et je suis très reconnaissant d'avoir ce sentiment déjà de vivre de ma passion, c'est super. Et comme je le dis, peut-être qu'un jour ça s'arrêtera et qu'on reverra les priorités de manière différente. Mais j'ai fait mes études, j'ai fait mon bachelor, j'ai fait mes brevets fédéraux, j'ai fait tout ce qu'il faut. Et puis aujourd'hui, j'espère avoir les références pour continuer à évoluer dans ce domaine et puis d'aller là où finalement la vie va me porter. Enfin, j'espère. Oui, puis au final, tu es dans un domaine où finalement, c'est bien d'avoir les papiers, mais si tu as des choses à montrer, des projets, et puis en fait, l'expérience que tu as,
ça parle beaucoup plus. Bien Parce que sûr. c'est des Et c'est vrai univers qui sont que complexes. là, j'ai travaillé, on est en train de refaire mon site internet d'ailleurs, où je suis allé voir voilà, les marques avec qui j'ai collaboré. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de faire un peu ce pas en arrière et de se dire, waouh, ça fait 6 ans qu'on a commencé sur Internet maintenant. Ça va faire 3 ans que j'ai ouvert ma SARL. Quand on voit l'impact qu'on a aujourd'hui, c'est complètement fou. Alors que j'ai commencé, entre guillemets, de zéro, de rien. Aujourd'hui, j'ai pas 12 millions d'abonnés. Et pourtant, on a énormément d'impact. Donc, on se rend compte aussi, finalement, que le monde est assez aussi bien fait pour les personnes qui font les choses, qui s'engagent, qui vont jusqu'au bout de leur raisonnement. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce qu'aujourd'hui, pour faire des vues, ce qui n'est pas ton cas, hein, mais pour faire des vues, il y a beaucoup de monde qui choisissent, on va dire, on va pas dire la voie de la simplicité, mais qui font des contenus qui ont aucun sens. Et tant mieux si ça fonctionne, mais moi, c'était vraiment pas mon but. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très facile de tomber dans ce piège de l'algorithme, de ce qui marche. Et moi, en fait, avant tout, j'ai envie de me faire plaisir et d'avoir un impact positif et de toucher qualitativement 20 000 personnes. C'est beaucoup plus intéressant que de faire 1 million de vues sur ces vidéos toutes les semaines et que finalement, ça apporte rien. Donc, ma vision, elle a changé, j'ai grandi. Aujourd'hui, j'ai 25 ans. Donc, je sais à quel point le temps est aussi compté, qu'il faut profiter des choses tant qu'elles sont là et puis d'utiliser sa voix finalement pour porter des choses qui me tiennent à cœur et j'espère que les gens en seront aussi plus sensibles après coup. Tu as commencé par dire je suis quelqu'un d'orienté objectif. Et des fois, le contre-coup de ça, c'est que on est très focalisé sur l'objectif, justement, mais que si on ne l'atteint pas, finalement, on a beaucoup de frustration. Puis en fait, on a cette valorisation que lors de l'atteinte de l'objectif. Ou bien qu'on a un peu ce down quand on l'a atteint. Puis on se dit finalement, c'est quoi le prochain? Et puis on est un peu dans une boucle comme ça. Et j'ai lu d'ailleurs un article où tu disais mes 2 rêves d'enfant, c'était courir un marathon, traverser le lac Léman. Finalement, là, tu as 25 ans, c'est fait. Et je pense qu'il y a vraiment 2 façons de réagir face à ça, hein. Il y a des personnes qui vont vraiment tout d'un coup partir dans une perte de sens, puis de dire en fait, j'ai réalisé mes rêves de gosse, j'ai 25 ans, il me reste, je te le souhaite, encore Longtemps à vivre. Touche du bois. Et puis, qu'est-ce que je fais maintenant? Et ça, il y a eu des exemples dans l'histoire, hein. Je ne sais plus si c'est Buzz Aldrin ou l'autre, mais qui est revenu de la Lune et qui a fait une grosse dépression, alcoolisme, tout ça. Ou d'autres sportifs qui peuvent avoir, justement, quand tu es au top, en fait, tu peux que redescendre. Et d'autres, toi, tu dis, dans la suite de l'interview, tu dis, en fait, maintenant, je peux faire les choses pour le plaisir, quelque part. Et comment est-ce que tu arrives à avoir cet état d'esprit, puis à trouver toujours quelque chose, au final, qui te drive? Le danger, je dirais que c'est toujours vouloir faire plus. Ça, c'est vraiment un danger qui, comme tu dis, pousse vers le burn-out, pousse vers justement le surmenage, vers tous ces termes un peu techniques, mais qui sont vraiment réels. Pour moi, déjà, rien que le fait de faire les choses par passion, j'ai très difficilement cette barrière, entre guillemets, corporelle du « j'en peux plus, c'est trop dur, je travaille trop ». Donc ça peut être aussi un piège. Mais je dirais le revers de la médaille à ça, c'est que je dors énormément. Ok. C'est vraiment quelque chose, c'est ma priorité limite numéro 1. Ok. Je dors, je dirais, pas loin de 8 heures par jour minimum, sans faire du sport. Donc si je fais du sport, je rajoute évidemment des heures de sommeil pour récupérer. Donc je suis efficace aussi, je dirais, pendant mes journées, reposé. Après, moi, j'ai des journées qui sont plus stressantes que d'autres, qui me demandent plus ou moins d'attention, plus ou moins d'effort physique, mental. Donc, c'est vraiment un peu cette intuition de se connaître et de savoir justement où est-ce que je dois donner mon temps, où est-ce que je dois donner mon énergie. Aujourd'hui, je réfléchis beaucoup à engager du monde. Ça fonctionne bien, donc il faut développer tout ça. Il faut manager des gens qui sont parfois plus âgés que moi, parfois même le double de mon âge. Donc, il faut réussir à pondérer tout ça, comment on inspire aussi le respect, l'inspiration, l'envie de se dépasser pour quelqu'un d'autre alors que moi je le ferais pas forcément. Donc il y a plein de choses aussi qui sont
assez, je dirais, de l'ordre du management finalement, qui au départ, j'aurais jamais cru avoir comme rôle, quoi. Et puis, pour faire ça, on engage des amis, on engage des gens qui sont passionnés comme moi, et on essaye de les fédérer autour d'un projet qui sensibilise non seulement la population, mais aussi ces gens qui donnent de leur temps pour développer ça. Évidemment, il y a un salaire, mais parfois, il faut un peu plus que ça pour que les gens aient envie de se lever le matin et aient envie de se dépasser pour rendre ce rêve, ce défi, ce challenge, cette campagne réalisable finalement. Donc, il y a plein de choses. Moi, je pense que la seule chose qui pourrait m'arrêter, c'est vraiment mon corps. C'est-à-dire qu'il m'arrive quelque chose de grave, encore une fois, on touche du bois. Mais je pense que j'ai cette envie de toujours, pas forcément me dépasser, mais dépasser ce que moi je pensais possible, ce que les gens pensaient possible aussi. Parce qu'il y a beaucoup de monde, quand je leur dis, voilà, j'ai envie de traverser le lac, les monts, de le faire en moins de 24 heures. Il y a deux personnes qui l'ont fait avant moi, donc déjà, c'est possible. Et puis, tout le monde me dit, mais non, impossible. T'es pas hyper rapide, t'es pas le meilleur. Puis je dis, non, je suis pas le meilleur, mais en même temps, je sais que je suis capable d'y arriver. Et puis finalement, on a eu des conditions terribles ce jour-là, c'était en 2021, 16-17 juillet. Et on a eu des conditions où là aussi, 99 personnes sur 100 auraient dit on n'y va pas, c'est du suicide. Et moi, je suis allé et puis on a battu le record de plus de 3 heures presque. Donc, on se dit des fois, il y a aussi cette espèce d'appel instinctif, ces choses que les autres personnes ne peuvent pas vraiment comprendre et qu'il n'y a pas vraiment d'explication. Puis je pense qu'il ne faut pas chercher à en donner. Et c'est vrai que là, c'est Saint-Clac, la même chose. Mon lac le plus rapide, c'est le dernier. J'ai pratiquement 150 km dans les bras. Et on se dit, comment c'est possible? Et moi, aujourd'hui, je n'arrive pas à l'expliquer non plus. Et puis, je me dis, c'est aussi la beauté du sport et qui fait que c'est incroyable de faire ce genre de choses et de croire en soi et de faire en sorte que ça marche, quoi. Tu parlais de ta priorité sur le sommeil, typiquement. Et c'est pas toujours simple, surtout quand on est jeune, de savoir où se trouvent nos limites. D'ailleurs, moi, j'ai l'impression qu'on est une génération assez à risque à burn-out, parce que, ou même les jeunes simplement qui arrivent sur le marché du travail, ça change beaucoup par rapport aux études, c'est plus le même rythme, et puis il faut découvrir ses limites, puis parfois on n'arrive pas à s'arrêter à temps. Toi, est-ce que tu as toujours eu cette attention très vive sur justement le sommeil, j'imagine la nutrition et tout ça? Ou est-ce que tu as dû justement peut-être atteindre tes limites à certains moments, puis après, on te tirer des leçons? Ouais, alors c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance de trouver assez rapidement, là, sur mon deuxième projet, en tout cas les Saint-Clac, d'avoir eu une équipe vraiment d'experts sur tous les domaines. Anne-Rita, tu l'as cité, Berchi pour la préparation mentale, Olivier Bourquin pour la nutrition, qui en plus d'être nutritionniste, était avant préparateur physique, notamment avec Fred Herrère au début de sa carrière, donc entre guillemets rien que ça, donc beaucoup de chance. Il développe aussi ses propres produits pour des produits à consommer à l'effort, donc on a consommé aussi, non seulement testé avant, mais consommé aussi pendant le défi, donc c'est vraiment quelque chose, je dirais, de 360 degrés, on a vu tous les détails. On a aussi Benoît Martin, qui est un physio du cabinet En Équilibre à Morges, qui, du coup, est à quelques pas de chez moi, beaucoup plus facile pour, dès qu'on a une gêne, de pouvoir venir quand quelqu'un se désiste, venir à la fin. Enfin bref, c'est toute cette flexibilité qui fait qu'on a toutes les chances de notre côté. Après, comme tu l'as dit, il faut se connaître. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a aucun conseil, en tout cas, qu'on m'a donné, que j'ai pu appliquer tel quel. On m'a dit, ah oui, si jamais, il faut se coucher avant 21h et se réveiller avant. Sinon, il n'y a jamais rien, en tout cas, je dirais, de traditionnel qui a marché pour moi. Tout est une question, d'ailleurs, comme dans le marketing, finalement, de tests, d'optimisation et vraiment de pratique au quotidien, de donner le temps aussi à son corps de s'adapter. Parce que c'est vrai que du jour au lendemain, on a essayé d'éviter de manger de la viande rouge, par exemple, le soir, pour tout simplement être aligné aussi avec la cause écologique. Parce que y a cette partie d'eau virtuelle qui est utilisée pour typiquement produire 1 kilo de viande, qui est, j'ai plus les chiffres en tête, mais 15 000 fois plus élevé que de faire 1 kilo de haricots, par exemple.
Donc, on se rend compte qu'il faut aussi, pas forcément communiquer ce genre de choses, mais juste être aligné personnellement avec ce qu'on fait. Aujourd'hui, ben, tu vois, je viens avec ma bouteille, ça paraît bête, mais réutilisable. Enfin, il y avait là un petit mélangeur en plastique que j'ai enlevé avant de faire cette interview parce que ben, j'ai pas envie d'être vu avec ce genre de choses. Et l'idée, c'est que la personne qui me l'a amené, qui est derrière la caméra, ben, aussi se sensibilise au fait qu'il faut pas qu'on apporte plus de plastique, plus de consommation, qu'on évite ce genre de bouteilles, Et même si ouais, elles sont recyclées, parce que c'est quelque chose qui... On a encore besoin de contenants, hein, évidemment. Tu peux pas trouver aujourd'hui un Coca dans des bouteilles comme ça. Mais à terme, il faut vraiment sensibiliser les gens sur cette cause écologique, que les gens se remettent en question, peut-être fassent tomber certaines habitudes. mm. Et puis, moi, c'est vrai qu'au début, j'étais vraiment pas le bon exemple. Et puis, ça m'a pris des années à vraiment éliminer certaines choses de mes habitudes de consommation. Et puis, qui aujourd'hui, ben voilà, je serai jamais parfait, c'est certain. Mais j'espère inspirer les gens à tout simplement faire un pas dans la bonne direction parce que multiplié par la masse, c'est juste énorme l'impact qu'on peut avoir. Je trouve intéressant parce qu'à nouveau, on peut faire le parallèle entre les deux. De ne pas vouloir faire parfait du premier coup. Et puis ça, je pense qu'on peut faire le parallèle, que ce soit en lançant son entreprise ou son activité d'indépendant, dans le sport ou dans des changements d'habitude, par exemple au niveau de l'écologie. Souvent, ce qui va bloquer, c'est cette envie de faire tout parfait du premier coup, d'être absolument 100% cohérent. Et puis, ben, c'est pas possible. Comme tu dis, il faut tester, il faut aller dans l'expérience, optimiser. Moi, ça me parle beaucoup, typiquement. Ben, j'essaie de faire mes courses en prenant du local, du bio, de saison. J'ai eu un accompagnement aussi avec un diététicien qui me disait que je mangeais pas du tout assez de protéines par rapport au sport que je fais. Donc, il fallait que j'augmente ça. Mais du coup, c'était une galère pour arriver à ce que tous les facteurs se retrouvent. Et justement, je pense qu'il faut accepter de passer par des moments d'imperfection plutôt que de se dire c'est soit noir, soit blanc, puis du coup, j'arrive pas à faire les choses parfaites, j'abandonne. Complètement. Et puis, moi, j'ai une personnalité qui est un peu comme ça, c'est-à-dire soit on donne tout, soit on fait pas. Ouais. Et donc, ça peut pas forcément être toujours productif pour le coup. Mais c'est vrai que j'ai appris à trouver ben, des nuances de gris dans tout ce que je fais, d'essayer avant de Mhm. me dire que c'est pas prêt, qu'on n'y arrivera pas. Et c'est vrai que j'essaye aussi d'être cette voix dans les entreprises avec qui je travaille, où on me dit, ouh là là, mais ça c'est un projet qui demande 16 personnes à plein temps. Et moi je dis, moi je suis capable de le réaliser en un mois tout seul. Et après, il faut avoir ben, les compétences évidemment, mais il faut aussi, ben, je dirais, challenger le statu quo, challenger ce qui est dans ce que j'appelle l'inconscient collectif possible. Mhm. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, on me considère pour ce genre de choses parce que ben, je l'ai prouvé de manière Mhm. sportive et puis aussi, ben, je dirais, de manière professionnelle en montant ce projet, et ben, ces projets qui coûtent ben, plusieurs centaines de milliers de francs accumulés ensemble. Donc, c'est vrai qu'on me fait confiance. L'idée, c'est de ne pas décevoir, c'est de réussir à moi-même aussi professionnellement toujours performer, être bon, pas parce qu'on me le demande, mais parce Mhm. que j'ai envie d'être cette personne-là et toujours de défendre des intérêts qui m'intéressent. Aujourd'hui, je ne me verrais pas travailler avec ben, des entreprises qui sont pas alignés avec ça. J'ai travaillé très longtemps pour le groupe Coca-Cola, qui Ouais. aujourd'hui pour moi serait impensable de collaborer. On a arrêté notre collaboration après 3 ans de, de finalement de collaboration. C'est une marque avec qui j'ai tout fait, qui m'a tout appris, et puis qui aujourd'hui, ben, quand je regarde ce qui se fait, je me dis c'était une belle période, c'était génial, mais aujourd'hui, je ne me vois pas représenter une marque comme celle-ci. Ils font des gros efforts, mais il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui ne sont pas alignées avec ce que je fais, tout simplement. Mhm. Et j'ai rien à reprocher à qui que ce soit. J'ai pas envie de pointer du doigt une industrie ou une façon de faire. Enfin, c'est pas mon travail. Mon travail, c'est plutôt de montrer des exemples, de montrer des solutions, de montrer des possibilités que les gens peuvent, s'ils ont le temps, les moyens financiers aussi, parce qu'il faut se le dire, de manger local, Mhm. de faire Bien sûr, attention ouais. à ce qu'on fait. Ça demande du temps, ça demande des fois des ressources. Et Absolument. puis, ben, pour moi, c'est de montrer vraiment des solutions et encore une fois, de ne pas aller dans de montrer du doigt, encore une fois, qui que ce soit, ça sert à rien et ça apporte pas grand-chose, en tout cas de mon expérience. Mhm.
Je trouve intéressant que tu le mentionnes parce que quand j'ai fait mes recherches, j'ai regardé justement sur ton site avec qui tu avais travaillé. Et puis, je me suis demandé si j'allais te poser la question justement par rapport à C'était me Coca-Cola challenger. ou Mais j'aime d'autres. beaucoup qu'on me challenge sur ça parce que justement, il y a vraiment ce côté où les gens me disent oui, mais attends, tu as travaillé avec Coca-Cola et tout. Puis j'ai dit oui, mais attends, toi, tu as été un jour au chômage, ça veut pas dire que tu vaux rien. Enfin, c'est la même chose. Mm. Pour moi, ce qu'on fait ou ce qu'on a fait dans le passé ne nous définit pas. Pour moi, aujourd'hui, ce qui me définit, c'est ce que je dis, c'est ce que je fais au quotidien. Mm. Et que peut-être que dans 2 semaines, je ferai quelque chose de complètement différent. Je ferai de la Formule 1, je polluerai, j'en sais rien. Enfin, pour moi, il n'y a pas de certitude. Mm. Ce qui est certain, c'est mes convictions d'aujourd'hui que je porte personnellement, que j'ai envie de personne à forcément suivre ou quoi que ce soit. J'essaye, encore une fois, d'inspirer un changement, j'espère, positif. Mm. Et j'en apprends tous les jours. Hein. Il y a plein de choses. On a poussé des entreprises à utiliser du verre, par exemple. Et on se rend compte aujourd'hui avec les recherches que le verre n'est pas forcément plus écologique que le PET recyclé. Ouais. Et se faire ta bouteille en PET recyclé. Donc, on se rend compte que le packaging aujourd'hui, Mm. qui est 100% recyclé en Mm. plastique, est le meilleur packaging qui existe. Pourquoi ? Parce qu'il est léger, il a une circularité, donc il est réutilisé, alors que le verre, pour être porté finalement à température de fusion, ça demande des matières premières qui ne sont pas forcément renouvelables, qui polluent, et puis qui est très très lourd à transporter. Donc encore une fois, de la pollution dans les transports, le CO2 émis par les avions, ou les bateaux, ou les voitures, les camions qui le transportent. Donc quand on s'intéresse vraiment à toute la chaîne, mon travail, je dirais aujourd'hui, c'est de faire ce travail à la place des gens et de proposer vraiment des solutions qui sont accessibles et de finalement vulgariser tout ça, comme toi tu le fais aussi avec le domaine finalement de la psy de manière générale. Et pour moi, c'est ça un petit peu, je dirais, ma raison d'être. Et évidemment que il y aura toujours des incohérences, il y aura toujours des moments où on pourrait, si on met tout à côté, le moi d'il y a 10 ans n'est pas le moi qui est aujourd'hui. Et c'est clair que Heureusement. à 16 ans, je ne me rendais pas forcément compte de ce que ça voulait dire travailler pour Coca-Cola, par exemple. Oui, et puis en fait, je trouve hyper intéressant, puis aussi que tu le laisses, par exemple, sur ton site, parce que on pourrait se dire, voilà, on lave l'image et puis on donne l'image de quelqu'un 100% cohérent, mais en fait, tu l'es dans l'instant présent. Puis je trouve, enfin, à nouveau, on a tous des incohérences. Moi, je me dis, j'ai des engagements écologiques, mais typiquement, je poste je sais pas combien de vidéos par jour sur les réseaux sociaux. Je sais que c'est une catastrophe. Mais voilà, c'est aussi comme ça que j'arrive à vivre. Donc, au bout d'un moment, il y a des compromis aussi Bien sûr. qui doivent être faits. Et il y a un très bon, je pense que je vais me faire lyncher pour dire ça, mais il y a un très bon exemple que je trouve très intéressant. Il y a un tweet qui a fait le tour de la planète il y a quelques semaines pour la COP 27 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Donc la COP, c'est vraiment la réunion pour le climat, etc., pour défendre les intérêts de la planète. Et j'ai suivi de près ce qui se fait, évidemment. Et il y a un tweet qui a circulé qui dit, je vais sûrement écorcher tout le truc, mais en 2 mots, c'est quand même pas bizarre de regarder des gens qui se déplacent, des dirigeants qui se déplacent en jet pour parler du climat et nous faire manger, bref, des fruits et des légumes, éviter le plastique, enfin bref. Et en fait, moi, quand je vois ça, alors évidemment, en tant que marketeur, je vois le potentiel de viralité, je vois le truc, je suis sûr que ça va marcher parce que c'est une dissonance, ça marche bien, de mettre entre guillemets, les riches à côté de la population qui est là et qui, d'après ce tweet, entre guillemets, subit ce que les dirigeants, les riches, les gens puissants font. Et en fait, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, quand je vois justement quel est l'impact en fait qu'un dirigeant d'entreprise peut avoir, ou d'entreprise de pays, ou de peu importe quoi, en faisant un speech de même 15 secondes devant toutes les caméras du monde, pour moi, ça vaut un aller-retour en jet privé. On peut l'argumenter, ouais, absolument. Et pour moi, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de mettre en perspective en fait tout ça. Parce qu'évidemment, de prendre un jet privé tout seul pour aller faire 2 jours à Londres et revenir, ça n'a pas trop de sens.
Mais aujourd'hui, de représenter l'intérêt aussi grand qu'est l'intérêt de la planète et que, bien évidemment, ben, le président de la France ou des États-Unis, il ne peut pas se balader en train. C'est aussi c'est quelque chose qui n'est pas faisable en termes de sécurité pour sa sécurité de manière générale. Et puis, ça, en fait, on ne le met pas dans ce tweet. Évidemment, on n'a pas la place de l'expliquer, pourquoi, comment. Mais pour moi, ce que j'invite aussi vraiment les gens à faire, c'est vraiment de se poser la question et d'aller un petit peu au-delà de ce qu'on nous montre. Parce qu'il y a toujours, en fait, un contexte autour de ça et qu'on oublie souvent. Et c'est ça qui fait qu'il y a pas mal de choses qui explosent, il y a ces fake news qui passent partout, parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus intéressant de retweeter un truc dramatique. Et je pense que tu as encore plus de données là-dessus que moi, mais que le négatif attire beaucoup plus que le positif. Et ce qui a été un vrai challenge pour nous au travers de ces projets de traverser des lacs, ça a été de faire en sorte qu'on fasse la une, de faire en sorte qu'on déloge des news négatives. Et quand on voit toutes les personnes qui nous disent mais waouh, c'est incroyable, c'est tellement cool de voir ça dans les journaux, ça donne de l'espoir, ça donne envie de se dépasser. Et quand on voit ça, on se dit on a raison, enfin on a une vraie raison d'être là. Donc c'est aussi des choses comme ça qui me font aussi envie de continuer et puis de sensibiliser les gens finalement aussi au positivisme. Ouais. Parce qu'il y a la positivité toxique, on connaît bien ce sujet-là, mais il y a le positivisme qui est de voir le verre à moitié plein, pas quand il est à moitié vide, mais de voir comment on peut le remplir au lieu de se dire on va le vider parce que c'est beaucoup plus facile. Et je trouve aussi intéressant par rapport à la collaboration avec Coca-Cola, par rapport aussi, je disais, je suis allé sur ta chaîne YouTube et puis que j'étais allé voir les anciennes vidéos. Et je trouve cool que tu les aies laissées parce que, à nouveau, ça montre en fait un processus. Tu aurais pu dire, comme beaucoup de gens font, voilà, je supprime tout parce que c'était des thèmes rien à voir avec ce que tu fais maintenant, une autre qualité, etc. Mais je trouve top que tu aies laissé ça parce que ça montre aussi tout le chemin, en fait, puis par quoi est-ce qu'on passe, puis voir, tu dis, heureusement que tu n'es plus le même homme qu'il y a 10 ans. C'est sûr. sûr. Ce serait inquiétant. Mais je trouve hyper bien de montrer ce processus parce que c'est très rare, notamment sur les réseaux sociaux, où on est plus dans montrer les highlights que montrer tout le travail qu'il y a derrière. Donc, je trouve ça top. Et si je reviens à un truc que tu as dit maintenant il y a plusieurs minutes, par rapport en fait, à casser certaines croyances, quand tu prépares tes défis où les gens te disent immédiatement non, c'est pas possible, tu vas pas y arriver, puis qui même argumentent ça, je trouve ça c'est vraiment le fondement de tout changement en fait, que ce soit concret ou psychologique, c'est d'aller voir justement en fait avec quel set de croyances elle se compare, parce qu'on va pas pouvoir atteindre quelque chose si on n'y croit pas, si on se dit pas que c'est possible. Donc ça, que ce soit en thérapie ou dans le sport ou autre, est un bon exemple. Hyper intéressant de travailler en fait en premier lieu sur les croyances. J'ai plus les chiffres, mais j'avais lu une histoire par rapport au record du 100 mètres qui pendant de longues années n'a pas été battu parce que c'était dit que humainement c'était pas possible. C'était pas possible. Ouais. Puis finalement la croyance est tombée, puis ça a été battu directement derrière. Alors, il y a peut-être un peu une double question, mais comment est-ce que tu fais? Parce que ça, c'est quelque chose, je pense, que tu as retrouvé dans ton parcours entrepreneurial comme sportif, de justement avoir des gens dans ton entourage qui peuvent peut-être exprimer leurs craintes, leurs croyances. Alors, comment, tu gères ces retours-là? Et puis, deux, peut-être, est-ce que toi, tu as dû travailler sur certaines croyances pour te dépasser? Je dirais très peu. J'ai toujours eu des croyances qui ont évidemment, encore une fois, tu me diras encore heureux, évolué avec le temps et avec l'expérience. Mais c'est vrai que en fait, depuis tout petit, j'ai jamais vraiment été le meilleur dans un domaine. Enfin, j'étais pas prédisposé à faire quelque chose. Comme je te disais un peu en off avant, ce qui est très compliqué pour moi, c'est que j'ai toujours été très curieux. Encore une fois, c'est pas ça le côté compliqué, mais c'est plutôt de s'intéresser à plein de choses, mettre la main à la pâte, se former sur plein de choses. Et quand on devient moyen, voire bon dans plusieurs domaines, c'est très difficile de savoir où aller, comment déléguer, comment gérer tout ça. Et c'est vrai que moi, c'est encore aujourd'hui une problématique auquel je fais face tous les jours.
comment est-ce qu'on peut être d'accord de déléguer quelque chose qu'on ferait mieux soi-même. Mm. Donc ça, c'est aussi un travail que je dois faire sur moi-même pour pouvoir me libérer du temps pour faire des choses qui non seulement me passionnent peut-être plus, mais aussi tout simplement me libère l'esprit parce que c'est vrai qu'on a voilà, qu'un nombre de temps donné dans une journée. Il faut dormir ses 8 heures. Donc, il faut bien réussir à gérer son emploi du temps. Mais pour moi, depuis tout petit, quand j'ai d'ailleurs une super anecdote sur ça, on m'a toujours challengé, toujours sur mon physique, sur mes capacités sportives, sur mes capacités mentales aussi à l'école, enfin mon éducation et tout. Et en fait, je me rends compte que c'est vraiment ça, contrairement à beaucoup de gens à qui j'entends que ça a découragé, que Mm. ça... C'est vraiment ça où je me suis toujours dit, mais en fait, j'ai envie de leur prouver qu'ils ont tort. Ok. Et depuis toujours, l'anecdote qui pour moi a vraiment marqué, je dirais, toute la suite de ma vie, ça a été aux alentours de mes 8-10 ans. Ça faisait 2 ans que je faisais de la natation. J'étais vraiment nul parce que j'étais déjà pas à l'aise en maillot de bain. Je pesais 4 kilos et quelques à la naissance, donc j'étais un gros bébé. J'ai tiré ces quelques kilos en trop toute mon adolescence. Et puis vraiment, j'étais pas fait dans les critères de Mm. l'époque pour faire de la natation. Donc mon entraîneur vient me voir à la fin de l'année et me dit « Écoute Noam, je pense que tu as fait ton temps. Là, ça va commencer à devenir sérieux. Il va falloir investir beaucoup de temps. Il y a des compétitions tous les week-ends. Donc, je pense que c'est pas pour toi. Il faudrait que tu arrêtes. » Et moi, devant tous mes camarades d'entraînement de mon groupe d'époque, je leur ai dit « Non seulement je vais continuer, mais un jour, je ferai champion suisse. » Là, tout le monde explose de rire parce qu'évidemment, la dissonance entre le Mm. gamin de 8 ans, gros, qui finit dernier sur toutes ces compétitions, ouais, c'était vraiment le cas, hein, j'étais vraiment nul. Mais j'avais une espèce de chose en moi où je savais, je ne sais pas comment, aujourd'hui j'arrive un peu mieux à l'expliquer, mais j'étais sûr que j'allais y arriver. Parce que pour moi, de le dire, c'était déjà l'avoir fait. Mm. Et en fait, les 10 ans qui ont suivi, parce que j'ai eu raison finalement, 10 ans plus tard, j'ai fait champion suisse. J'étais le seul de mon groupe de l'époque à l'avoir fait. Il y en a qui ont fait des médailles, mais jamais champion suisse. Et j'ai arrêté ma carrière sur ça. Et Ok. du coup, je me suis dit, ma mission, elle est remplie, j'ai rien d'autre à faire. Et à partir de ce moment-là, c'est là où j'ai eu ces idées d'aller dans des chemins où personne n'est jamais allé, d'aller dans l'eau libre, c'est traverser des lacs, traverser des lacs qui n'ont jamais été traversés, comme on l'a fait cet été avec le lac de Lugano et le lac de Zurich, d'inaugurer plein d'autres choses aussi dans des prochains projets que j'ai envie de faire. Mais en fait, pour moi, il y a aucune limite. Il n'y a vraiment Mm. aucune limite. Et je ne suis pas né comme ça, je ne suis pas né avec cette croyance que tout est possible. Au contraire, j'ai vraiment construit cette confiance, je dirais, en moi-même, en mes capacités, en m'entourant des bonnes personnes pour arriver aussi à mes objectifs de manière, on va dire, saine et positive. Parce qu'on peut faire un marathon tous les jours, mais ce n'est pas forcément conseillé au niveau corporel. Moi, j'ai envie de vivre bien, de vivre longtemps, j'espère, de profiter de la vie. Et puis, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Donc, j'ai Mm. envie que ce que je réalise fasse sens, encore une fois, que j'ai du plaisir et que j'emmène le plus de personnes que j'aime avec moi et que ça fasse sens pour eux aussi, quoi. À nouveau, je dois me concentrer pour arriver à rebondir sur tout ce que tu dis, parce qu'il y a plein de trucs qui sont hyper intéressants. Euh, je pense par rapport au fait de déléguer quelque chose qu'on ferait mieux, je pense que justement de dézoomer en fait et de voir notre vie dans son ensemble et plus simplement voir le travail, ça peut aider justement à prendre du recul et puis à se dire, ben là en fait, je vais déléguer pas pour le travail en lui-même, mais parce que ma qualité de vie en dépend. Et de justement dézoomer un petit peu, ça peut aider à prendre aussi toutes les autres choses qui sont importantes. Il y a aussi une problématique, c'est très bien que tu soulèves ça. Il y a aussi une problématique à laquelle je suis confronté, c'est que vu que j'ai jamais vraiment travaillé en entreprise, Mhm. j'ai je me challenge toujours moi-même, mais je dirais, une productivité qui est aussi au-delà de la moyenne. On va pas dire très au-delà, mais bien au-delà de la moyenne. Et je le vois aussi avec typiquement les gens avec qui je collabore, où pendant très longtemps, j'ai vraiment été, entre guillemets, agacé par les gens qui n'étaient pas aussi doués que moi dans un domaine ou qui Mhm. allaient pas aussi vite que moi sur des choses. Et en fait, mon entourage, moi-même et j'espère ma sagesse, ont appris en fait que c'est inhumain de demander aux autres d'être ce qu'on est soi-même. Déjà, c'est toxique au possible. Mais surtout, voilà, chacun a ses qualités, chacun a ses défauts.
Et c'est vrai que maintenant, je suis amené à travailler avec de plus en plus de monde. Certains m'impressionnent, d'autres un peu moins. Ça fait partie de la vie. Enfin, voilà. Et c'est vrai que c'est toujours compliqué de réussir à se positionner là-dedans. Aujourd'hui, comme tu le disais, il y a non seulement une question de temps, mais pour moi, on a toujours le temps. C'est clairement une question de priorité. Évidemment qu'on ne peut pas élever une famille, avoir un boulot et gérer 4 entreprises. C'est compliqué. Mais pour moi, dans la mesure du raisonnable, on a toujours le temps. C'est une question de priorité. Si on n'a pas le temps pour quelque chose qui est important, ça veut dire qu'on ne met pas ses priorités aux bons endroits. Et là vient justement la partie de déléguer et qui, pour moi, aujourd'hui, est plus une réflexion financière, c'est-à-dire combien est-ce que moi, je rapporte à l'entreprise en faisant cette activité plutôt qu'une autre qui en rapporte moins, que je pourrais déléguer. Et ça paraît bête, hein, mais de faire ce schéma déjà dans ma tête, ça a été déjà un parcours. Et puis, il y a aussi la richesse qu'une activité m'apporte personnellement, c'est-à-dire est-ce que j'ai du plaisir à faire ça? Et même si je gagne pas beaucoup, est-ce que j'aime faire de la compta? Et puis, la réponse, elle peut être oui, elle peut être non. Et moi, je viens d'un milieu où j'adore les chiffres. Et du coup, il y a des trucs bêtes que je devrais clairement déléguer, mais que j'aime bien faire, alors que je les garde. Parce que c'est un plaisir à moi. Et même si les gens qui optimisent tout, dont je fais partie, pour regarder ça, on va me dire non, mais attends, pas du tout, il faut que tu vires ce truc, ça ne sert à rien. Puis moi, j'aime bien faire ça. Parce que quand je fais ça, je me concentre sur autre chose. Mon esprit est sur peut-être des chiffres et moins sur d'autres problématiques que j'ai. Et c'est ça qui fait qu'à la fin de la journée, j'ai un équilibre finalement. Ouais, puis si on monte une entreprise, c'est justement pas pour avoir une qualité de vie qui est moins bonne que si on était employé. Ouais, bien Donc, sûr. de se rappeler de ça, puis de se dire, mais est-ce que vraiment j'ai monté ce projet pour me taper ces tâches qui ne m'apportent rien et qui n'apportent pas forcément plus de valeur ajoutée? C'est hyper important. Et ce qui est aussi la perspective que j'ai eu beaucoup de peine à mettre, c'est que, en fait, moi, si je me bouge pas, il se passe rien. C'est-à-dire, si je crée pas, avant c'était des vidéos, mais si je poste pas, si je réalise pas quelque chose, si je suis pas performant dans ce que je fais, si je produis pas des choses, il y a rien qui se passe. Alors qu'aujourd'hui, dans l'entreprise, tu as ton carnet d'heures, tu es là, ta liste de tâches, elle est faite. En 8 heures, en 10 heures, en une semaine, tant qu'on ne te challenge pas, les gens ont raison. Hein. Honnêtement, on ne va pas se tuer à la tâche non plus pour quelque chose qui ne nous rapporte peut-être pas autant de plaisir qu'il faudrait. La vraie question, c'est peut-être de se poser la question, est-ce que je ne ferais pas mieux d'investir ce temps dans quelque chose qui me passionne, peu importe l'âge qu'on a, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui me disent « Oui, mais bon, tu as eu de la chance de trouver ce que tu voulais vite, et puis tu as toujours été dans ça. » J'ai dit « Mais mes parents ne viennent pas de ce milieu-là. Personne ne m'a appris à faire ça. Je l'ai appris tout seul. » Puis, que je sois jeune ou moins jeune, j'ai un appartement, j'ai des charges, j'ai un loyer à payer. J'ai pas une situation qui est plus simple que la moyenne des gens. Hein. Évidemment qu'il y a des pays où c'est plus compliqué, mais dans le sens, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours encouragé dans ce que je voulais faire, pas forcément toujours soutenu de la manière où j'aurais voulu. Ça, c'est aussi un détail sur lequel je pense on agree to disagree avec mes parents, mais avec qui j'ai eu beaucoup de chance d'avoir un soutien en tout cas, d'être aimé, ça paraît bête, hein, mais d'avoir ces deux parents qui sont là et qui sont bienveillants, c'est une denrée qui paraît être évidente pour beaucoup de monde, mais qui ne l'est pas. Ouais. Et donc, voilà, pour moi, c'était hyper cool d'avoir tout ça et d'avoir un entourage, d'avoir une famille aimante, encore une fois, en-delà du cercle familial. Mais il y a tellement de petits détails où on ne se rend pas compte, mais additionné, ça fait l'énorme différence. Pour faire un petit parallèle avec l'Odyssée des lacs ou l'Odyssée du Léman, on est allé jusqu'à vérifier les degrés, les kilomètres-heure de vent sur les lacs, les heures en minutes à laquelle on allait partir. Des fois, on était bon, des fois, on était en retard, donc ça ne servait à rien. Mais c'est des micro-détails, mais on ne se rend pas compte. Mais d'améliorer 10% de mon efficacité dans l'eau, ça me faisait gagner 1h30 sur un lac. C'est énorme. Alors que là, on prend un franc, on laisse 10%, on laisse 10 centimes de pourboire, on se dit, ouais, bon, voilà. Et en fait, ça, à grande échelle, ça a un énorme impact. Je
Je dis pas qu'il faut pas laisser de pourboire, au contraire, au contraire. Mais c'est que même en faisant un pas dans le bon sens, en faisant un tout petit pas aujourd'hui, et qu'on en fait un tous les jours, je sais plus quel livre c'est, je crois que c'est Atomic Habits, je crois, qui disait que si on est 1% meilleur par jour dans ce qu'on fait, je sais plus combien de pourcents on s'améliore, mais c'est énorme la différence. Et tout ça, justement, d'efforts cumulés qui sont moindres. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais prendre 5 minutes par jour pour faire des étirements, en 2 mois, on peut faire le grand écart, quoi. Alors qu'on Alors, se dit, c'est impossible. c'est mon objectif, j'y suis depuis un peu plus de 2 mois. Ben, honnêtement, non, mais dans le sens, il y a plein de choses. Évidemment, il y a la génétique, il y a plein de choses. On peut toujours trouver des excuses pour qu'on n'y arrive pas, mais il y a toujours une solution. Et c'est vrai qu'il faut savoir la trouver, et puis après, il faut savoir s'y tenir. Parce qu'évidemment, moi, j'ai été aussi élevé dans un contexte où, ben, encore une fois, auto-entrepreneur depuis très jeune, où si moi, je ne me bats pas pour mes idées, ou si je ne me bats pas pour ce que j'ai envie de faire, il n'y a rien qui va se passer. Et j'ai très longtemps, et encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de peine à tolérer l'inverse chez les autres. Ouais. Parce que pour moi, on devrait se sentir chanceux d'être là où on est, on devrait se sentir chanceux d'être employé par X ou Y entreprise si on est content d'être là. Et si on n'est pas content d'être là, ben, de partir. Et en fait, j'ai pas eu forcément toutes ces expériences que ces gens ont, qui est ben, d'avoir une famille à nourrir, ce qui n'est pas mon cas encore aujourd'hui, d'avoir un toit, une maison à payer, enfin bref. Des choses qui font qu'on peut pas se dire ah j'aime pas, je m'en vais, enfin je vais trouver autre chose ailleurs. Mais je suis très très dur avec moi-même et j'essaye d'être plus souple, plus flexible, plus compréhensif, avec les gens qui m'entourent parce que c'est vrai que ben on peut pas demander aux autres ce qu'on demande à soi-même, même s'il y a un proverbe qui le dit. Mais pour moi c'est ça, quand on a envie de sortir du cadre, de faire plein de choses. Ben, il ne faut pas demander aux autres de faire la même chose parce que sinon, ce serait invivable. Oui, puis c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que moi, je suis aussi très, voilà, j'ai beaucoup de routines, mon truc, je m'engage dans des trucs, puis je les tiens. Puis j'ai décidé que c'était ça mon super pouvoir, que je n'étais pas forcément plus intelligent ou plus doué ou comme ça, mais qu'en effet, être constant, c'est une denrée rare dans la population. Et c'est vrai que dès le moment où on voit ce que ça peut rapporter que d'être constant. Alors, on parlait du grand écart, moi ça fait à peu près 2 ans. Alors je ne suis pas focalisé que là-dessus, mais là je suis à quelques centimètres, mais après je le reproduis en fait dans mon activité de psychologue, d'entrepreneur, etc. Et c'est vrai que ça peut après des fois devenir difficile de comprendre l'autre qui n'y arrive pas. Et on peut vite tomber des fois dans un truc mais en fait c'est facile, moi j'arrive à le faire. Et c'est intéressant à nouveau de se rappeler du processus. J'ai relu un carnet que j'avais écrit avant de me lancer. J'étais en voyage et puis un peu dans une crise existentielle comme ça par rapport à mon avenir professionnel. Et je me lisais, c'était du genre, je sais pas ce que j'ai, j'arrive pas à mettre des objectifs, puis je mets des objectifs, je les tiens pas, etc. Et c'est quelque chose que j'avais complètement occulté. Pour moi, j'avais toujours été comme ça. Et en fait, c'est là où c'est intéressant de documenter aussi certaines choses, parce que ça nous permet de voir tout le processus, aussi de se rendre compte, tu as mentionné le fait d'avoir une famille déjà qui était là, qui était soutenante, aimante. En effet, ça, rien que ça permet d'avoir aussi une certaine estime de soi, un cadre sécure. Et c'est des choses que je vois tous les jours dans mon cabinet, dont beaucoup de gens ont manqué. Ouais, et puis bien ça sûr. peut avoir un impact énorme sur des choses, aussi des décisions qui, pour des gens qui ont eu cette chance, paraissent anodines. Et en fonction des vécus, ça peut changer énormément. Ah, c'est clair. J'avais une question Vas-y. par rapport à... Parce que tu as dit le déclencheur, typiquement pour devenir champion suisse, c'était un peu un truc d'ego, entre guillemets. On a piqué quelque part, puis la réaction, c'était « je vais prouver ». Et je pense que c'est un très bon starter. Moi, c'est un peu ça qui m'a starté aussi dans mon envie de devenir indépendant, où on m'avait pas engagé à un stage et on m'avait reproché que j'étais nonchalant, que j'avais pas l'air motivé, etc. Et moi, ça m'avait vraiment touché. Et je me suis aussi dit, je vais leur montrer en fait ma nonchalance. Et je pense que c'est une bonne étincelle de départ, mais c'est pas un bon carburant pour tenir sur la longueur. Ah, c'est sûr. Et je vais te demander, est-ce qu'aujourd'hui,
tu as l'impression que tu as assez prouvé et tu es passé du coup à une autre étape où tu fais les choses pour toi? Ou est-ce que tu as encore quelque part ce truc de il faut que je prouve encore plus? Moi, je dirais que la seule différence entre le mois d'avant, de hier, quand j'avais 8 ans, et le mois d'aujourd'hui, c'est que maintenant, j'essaye plus de prouver aux autres à quel point ils ont eu tort. J'essaie de me prouver à moi-même quelles sont les limites que moi, mon cerveau, mon corps, on peut dire ça comme on veut, on arrive à atteindre. Et c'est tellement plus sain parce qu'en fait, j'essaie au quotidien d'être la meilleure version de moi-même. Des fois, j'y arrive, des fois, j'y arrive pas. Des fois, comme je te disais, j'aimerais bien être plus tolérant, être plus présent pour X ou Y personne ou quoi que ce soit. Des fois, j'y arrive, je me high five et d'autres fois, je me dis, là, on n'a pas été au top. Et puis, ça fait partie de la vie. Ouais. Et en fait, pour moi, aujourd'hui, ne plus dépendre vraiment des autres, c'est vraiment le cas. Évidemment, comme je t'ai dit, je suis indépendant, j'ai ma SRL, je suis patron, j'ai des clients, donc je dépends des autres. Mais entre guillemets, pour moi, le combat, il se fait tous les jours. C'est un combat qui, moi, me passionne, sinon je ne le ferais pas. Et aujourd'hui, j'ai plus l'impression que j'ai des choses à prouver. Pas parce que je suis arrivé au bout de mes capacités, mais plutôt parce que j'ai décidé qu'aujourd'hui, moi, ma priorité, elle était dans m'améliorer moi-même et pas pour les autres, mais pour en fait m'éclater dans ce que je fais. Et pour moi, le seul objectif que j'ai, et certaines années, j'avais des listes de 15, 20 objectifs, sous-objectifs et tout. Cette année, je les ai écrits en 3 minutes. Ouais. Il y en a 3. Ils sont hyper simples. Ils touchent 3 domaines dans lesquels, personnels, sportifs et environnementaux. C'est 3 domaines très précis dans lesquels découlent plein d'actions, découlent plein de choses, plein d'événements qui sont certains en mon pouvoir, d'autres pas, mais qui fait que ces objectifs, moi-même, seul, je suis capable de les réussir. Parce qu'il y a beaucoup de fois où, typiquement, il y a certaines années, je m'étais, j'aimerais bien dépasser les 100 000 abonnés sur YouTube, par exemple. Ouais. On se rend compte qu'en fait, on a beau poster tous les jours, on n'est pas maître de personnes qui s'abonnent ou de gens qui regardent nos vidéos, qui les trouvent intéressantes. En fait, on n'est pas maître de ça. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est de poster 2 fois par semaine sur YouTube. Ça, c'est un objectif. Ouais. Et en fait, j'ai mis très longtemps à comprendre ce que ça voulait dire un vrai objectif réalisable. Ouais. Et en fait, pour moi, aujourd'hui, tous les 3 objectifs que j'ai, ils sont pas généraux. Pour le coup, ils sont très spécifiques. Est-ce que tu veux les citer Ou ou c'est encore secret? On ne peut pas encore, mais... Ok. Il y a pas mal de choses qui sont relativement, entre guillemets, simples, mais qui, en fait, ont un énorme impact, sont très compliqués à réaliser, mais dépendent majoritairement de moi. Évidemment, il y a toujours la participation et des choses qui sont indépendantes de ma volonté, mais qui majoritairement sont réalisables par je dirais, mon initiation, tout ce que je vais faire cette année. Et il y en a même, je sais qu'il va se réaliser même déjà en janvier, quoi. Donc, c'est des choses improbables. Et puis après, pour moi, mon but, c'est vraiment de toujours avoir un seul et unique, je dirais, motto à tout ce que je fais, c'est vraiment la passion. C'est vraiment de ne pas avoir l'impression de travailler, pas parce que je fous rien, au contraire, mais plutôt parce que j'ai eu la chance de comprendre mes besoins assez vite, de tomber tout de suite dans un domaine qui me passionne, de m'être formé, d'avoir eu la confiance de clients incroyables qui me permettent aujourd'hui de réaliser des défis et de réaliser des campagnes que j'aurais jamais cru gérer. Et puis, il y a plein de choses. Je me trompe tout le temps. Je fais beaucoup d'erreurs. J'aime bien les partager parce que je trouve important aussi, parce que j'ai cette image un petit peu de tout ce que je touche, je le réussis, alors que oui, mais on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière. Il y a un projet en particulier que j'ai lancé il y a plusieurs années qui est en stand-by. Et c'est pour moi le plus gros challenge personnel, c'est d'accepter qu'il est en train de dormir alors qu'on a fait plein de choses et qu'aujourd'hui, pour des raisons indépendantes de ma volonté, je ne peux pas le développer aussi bien que je le voudrais, pour des raisons sanitaires, pour des raisons, diverses et variées. Et puis, ça a été très dur pour moi de me dire, on a entamé un truc et on ne l'a pas fini. On va le finir plus tard. C'est immense, c'est génial, mais il faut le laisser dormir dans un tiroir pendant encore quelques temps parce que c'est pas le bon moment. Puis ça, c'est frustrant quand on a l'habitude de se dire, j'ai une idée, je la réalise, elle sort, elle fonctionne, au suivant. Ouais, puis on revient vraiment sur le côté lâcher prise.
tu parlais de comment on fixe un objectif et de la différence entre un objectif de résultat qui dépend pas forcément, ça dépend jamais complètement de nous, ou des objectifs de processus. Et puis si on a des objectifs de processus, tu parlais de, par exemple, poster 2 fois par semaine sur YouTube, te stretcher 3 fois par semaine, etc. Ben, tu peux toujours valoriser ça parce que c'est entre tes mains. Puis c'est que toi face à toi, et tes décisions, tes priorités. Et puis après, ben, la plupart du temps, ça va donner des bons résultats, des fois même plus grands que le résultat que tu avais mis à la base, puis des fois pas, mais tu pourras toujours valoriser ça. Bien sûr. Oui, vas-y. Je vois que l'heure tourne et il y a un truc qui m'intéressait vraiment. Ben, on a parlé de préparation mentale, on a parlé d'Anrita avant. Ça m'intéresserait de savoir quelle place ça a eu dans ces performances, dans ces traversées de lac. Et puis, un peu, si tu as envie de le détailler, un peu, nous donner un peu une idée de à quoi ça peut ressembler. Parce que c'est typiquement, beaucoup de gens pensent qu'aller chez le psy, c'est forcément parce qu'on a une psychopathologie, alors qu'il y a plein de raisons d'aller chez le psychologue. La préparation mentale et l'envie d'atteindre des objectifs, c'en est une. Est-ce que tu peux nous dire un peu à quoi ça a pu ressembler? Peut-être qu'est-ce qui t'a aidé? Comment tu as intégré ces choses-là dans ton quotidien? Ouais, alors moi j'ai rencontré Anrita Verci, du coup, qui est du coup moi, une amie qu'on a en commun, qui a suivi toute ma préparation mentale au travers de ma traversée du lac Léman SLD5 Lac cet été. Moi, j'ai jamais eu de raison d'aller voir une psy ou un préparateur mental, quoique j'en aurais eu, je pense, pas mal besoin dans mes années de natation. Là aussi, on minimise tellement la préparation mentale et la force du mental dans le sport. Là où je me rends compte qu'on passait des dizaines d'heures dans la piscine et pas une à se poser la question, est-ce que quand on allait arriver à la compétition, on allait être dans le bon état d'esprit, qu'on allait voir justement se voir sous son meilleur jour et pas de se dire je vais jamais y arriver, ça va être trop dur, j'ai foiré mon entraînement hier, ça va pas bien se passer. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur elle, de pouvoir apprendre finalement les outils qui existent, de me forger mes propres outils, parce que je suis aussi, on va dire, aligné avec mes objectifs. Je fais jamais les choses comme tout le monde. Mais l'objectif, c'était vraiment de s'appuyer sur des méthodes qui fonctionnent, de se les réapproprier. On a fait beaucoup de cohérence cardiaque, pour ceux à qui ça parle. J'ai fait aussi pas mal d'hypnose. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? De la visualisation. Enfin, on a travaillé beaucoup sur la respiration aussi, l'apnée. Enfin bref, énormément d'outils qui finalement étaient à ma disposition quand je nageais, quand j'essayais de passer des moments compliqués. Depuis ma traversée du Léman, qui m'a laissé énormément de traces au niveau, je dirais, physique et mental, par le traumatisme que c'était de traverser ce lac, qui sur le moment, je m'en suis pas du tout rendu compte. De par le conditionnement dans lequel je m'étais mis, dans le sens, on va y arriver, on y va. Mais les conditions, en fait, étaient en fait inhumaines, honnêtement. Quand on voit, on en a fait un documentaire qui est disponible sur Play Suisse aussi. En fait, quand je me vois de l'extérieur, en fait, j'étais à des milliers de kilomètres de la réalité. Enfin, vraiment, on voit le bateau qui est à 2 doigts de chavirer, on voit tous les éléments qui volent à travers le bateau qu'on a dû abandonner. Et puis que moi, pendant ce temps-là, je suis dans l'eau, à 12 degrés. Ça fait des heures et des heures que je nage. Il fait nuit. Le bateau se fait souffler par le vent. Je suis tout seul au milieu du lac, pas une lumière. Personne ne sait si je suis encore vivant. Et moi, à ce moment-là, je me posais 0 question. Et aujourd'hui, je serais incapable de refaire ça. Parce que mon cerveau a été, et mon corps a été marqué par ça de manière hyper négative, en fait. Et c'est vrai que j'ai développé beaucoup de crises d'angoisse, quand j'ai eu beaucoup de peine à retourner m'entraîner dans l'eau froide, parce que mon corps a un très mauvais souvenir de ça, et il a raison, enfin, il se protège. Il sait que à chaque fois que je mets mon corps dans l'eau, il se dit putain, il va nous refaire 20 heures dans l'eau, dans la nuit et tout, et le corps n'est pas fait pour ça. Et je pense que j'étais peut-être pas hyper bien préparé, pas à cause de mon équipe, mais par manque aussi d'infrastructures. Pendant l'année 2021, on n'avait pas accès aux piscines. D'expérience, et maintenant je l'ai. Et c'est vrai que
ben, là, tu te rends compte que ben, voilà, les crises d'angoisse vont maintenant faire partie ben, de ma vie au quotidien. Est-ce que ça va partir ou pas? J'ai décidé de partir du postulat que ben, on ne sait pas. Et puis, on le vit très bien comme ça. Mhm. Et c'est vrai que là, ben, sur les 5 lacs, le gros challenge, c'était pas de nager, c'était de ne pas s'arrêter à cause de mes crises d'angoisse. Ok. Parce qu'évidemment, quand j'étais dans l'eau, quand il commençait à faire froid, quand il commençait à y avoir ben, justement possiblement des vagues, ben, c'est tous ces éléments qui me Mhm. rappellent, qui me font entre guillemets un court-circuit et qui font croire à mon cerveau, oh purée, il va de nouveau, il est encore en train de nous faire ça, quoi. Ouais. Et le cerveau, le corps se protège, se met en état d'alarme et fait tout pour que je sorte de l'eau. Comment tu gères ça? Parce que moi, je vois énormément de gens qui ont des crises d'angoisse. C'est un peu le public principal qui vient me voir. Et ça peut être très, très difficile à vivre. Ça peut être extrêmement violent même. Et je trouve intéressant que tu montres le lien. C'est pas juste la tête, c'est la tête et le corps, le système nerveux qui réagit face à, comme tu le dis, hein, c'est être dans l'eau à 12 degrés pendant 20 heures. Notre corps, il va pas se dire ah ouais, c'est bon, c'est filmé, c'est pour un challenge. Pour Pas lui, du tout. il est en train de, Ah ouais, il alors se pas dit du en fait, tout. on est en train de mourir là parce que Ah ouais, c'est pas normal. ah ouais. Donc, qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place pour pas forcément, et ça je trouve hyper important, avec les crises d'angoisse, une des grosses clés, c'est d'arriver à tolérer l'inconfort. Et ce qui bloque, ben, c'est le truc de vouloir absolument que ça se stoppe tout de suite. Puis évidemment, ben, ça ne fait qu'augmenter. Comment toi, tu gères ça? Alors moi, j'ai les symptômes de la crise d'angoisse tous les jours, toutes les heures de la journée, tout le temps. Donc ça, c'est vraiment un truc qui m'accompagne, qui va m'accompagner Une toujours. pression. Donc vraiment une pression au niveau de la poitrine qui est pas du tout agréable. Et pendant très longtemps, j'ai cru que j'avais ben, vraiment un arrêt cardiaque, quoi. Et même encore aujourd'hui, sachant ce que c'est, connaissant ce que c'est, il y a vraiment des jours où je me dis, mais c'est quand même bizarre. Et le truc, c'est que quand on se lance des défis où on va aussi loin avec son corps et qu'on fait des choses qui clairement, humainement, sont dans l'inconscient collectif et pour une bonne raison irréalisables, ben on dépasse des cadres qui sont le cadre du possible qu'on se donne à soi-même et qui grandit et qui grandit et qui grandit. Et j'ai été voir quelqu'un, un ostéo Mm. spécialisé justement dans vraiment les fascias, donc les tissus qui sont autour des organes, des muscles, et qui sont même un organe à part entière et qui sont aussi quelque chose qui, à mon avis, est un peu enflammé chez moi de par tout ce que je fais au quotidien. Et en fait, il m'a dit, quand tu fais ce genre de défi, c'est comme si, ben, entre guillemets, le cadre des gens, il est comme ça, et que le tien, tu les tires comme ça. Mm. Et du coup, ben, si tu veux que l'atteignable qui est ici reste atteignable, tu dois être d'accord que cette couverture, ben, à mon avis, à un moment donné, elle se déchire. Et que tu aies des faiblesses, tu aies des douleurs, et ton cœur, entre guillemets, enfin, cette région thoracique, ces crises d'angoisse, c'est ton talon d'Achille, quoi. Mm. Et de la même manière que quand tu as froid l'hiver, si tu veux te réchauffer le haut du corps et que ta couverture elle est trop petite et que tu tires, tu auras froid aux pieds. Mm. C'est un compromis qu'il faut être d'accord de faire. Donc, soit tu te mets en boule et que tu restes, entre guillemets, dans la normalité, c'est-à-dire dans, encore une fois, ce qui est communément appelé le possible, la Mm. routine, tout ça. Soit tu es d'accord de prendre des risques, tu es d'accord aussi de vouloir performer, d'aller plus loin, et tu es d'accord de payer ce prix-là. Et moi, c'est le deal que j'ai fait avec moi-même. Je sais que je vais continuer à avoir ces crises. J'apprends, bon, même tous les jours, à les appréhender au mieux. Médicalement, je suis suivi pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis, parce qu'évidemment, quand on se lance dans des problématiques comme ça, le risque numéro un, c'est la crise cardiaque. Mm. Parce on met son corps à rude épreuve dans des conditions pas du tout naturelles, dont il n'a pas du tout l'habitude. Et on fait du sport, en plus, en rajoutant à ça le froid. Enfin bref, il y a plein de choses qui font que c'est pas agréable. Et puis, ben, pour moi, pour survivre à ça, ben, j'ai trouvé des techniques. On a trouvé ben, pas mal de subterfuges pour finalement faire retarder ces crises d'angoisse et même ben, parfois les éviter complètement sur une traversée. Mais il n'y a pas une traversée que j'ai faite où de A à Z, je me suis senti bien. Mm. Aucune. Je pense que le premier pas, et c'est ce que tu fais, c'est d'arriver à se dire, OK, j'ai ça, c'est pas agréable, mais
je peux rester avec et ça va pas me tuer. Et de se dire, peut-être c'est ma nouvelle normalité. Tu dis, je sais qu'elles vont rester, c'est pas sûr. Ça peut être une croyance aussi qui peut être limitante, c'est de se dire, elles vont rester, mais par contre, elles peuvent rester. Et le fait de se dire ça, ça enlève déjà énormément. Et rien que par le fait de se dire, j'ai pas besoin de gérer ce problème-là ou de l'anéantir, tu as déjà fait le plus gros pas Bien sûr. de traitement par rapport à ça. Et il y a un truc assez fou depuis que j'ai ces crises d'angoisse. Donc, je vais pas raconter toute l'histoire qui m'a amené à ça, mais c'est entre autres le Covid qui m'a enflammé en fait des zones musculaires qui étaient pas bien traitées après ma traversée du lac. Okay. Et qui, avec le Covid, m'a réveillé toutes ces douleurs. Ça a enflammé finalement ce qui était déjà enflammé. Et j'étais sous hypnose pendant tout ce temps-là, parce que quand on passe 20 heures à s'auto-hypnotiser, parce que c'était aussi quelque chose que j'ai appris à faire pour me désensibiliser à la douleur, je l'ai tellement bien fait, et apparemment le corps a tellement eu besoin de ça, tellement c'était difficile, qu'en fait, on m'a même pas appris à sortir de cet état d'hypnose. Et l'hypothèse aujourd'hui, c'était que 6 mois plus tard, j'ai eu le Covid, ça m'a réveillé cette douleur. Et puis, je me rappelle ne pas avoir ni pleuré, ni eu de douleur, de quoi que ce soit pendant les 6 mois qui ont suivi. Okay. Donc, on se rend compte que c'est, entre guillemets, aussi quelque chose que j'ai mal géré, la récupération d'après défi, et qui m'a généré du coup cette grosse douleur à la poitrine, qui m'a généré ces crises d'angoisse, du fait de ne pas savoir ce que c'est, de se dire est-ce que c'est le cœur, on n'en sait rien. Et du coup, maintenant, mon cerveau et mon corps se protègent de tout danger. Pendant très longtemps, je n'ai pas pu prendre la voiture. Okay. Donc, d'être dans la voiture, ça me provoquait vraiment des grosses crises, alors que j'adore conduire. J'ai même piloté des avions, mais vraiment, la voiture, c'était impossible. Vraiment, je me rappelle, au tout début, quand j'ai fait cet aller-retour à l'hôpital en pensant que je faisais une crise d'angoisse, qui était un peu l'élément déclencheur, une crise d'angoisse, un arrêt cardiaque, c'était vraiment j'ai pris la voiture pour aller à un rendez-vous comme normal quoi. Je prends la voiture, j'y vais, et impossible, vraiment impossible, tous les signaux comme si il fallait sortir absolument de la voiture. Et j'ai réussi à me contenir, j'ai fait ma petite heure de voiture, et j'ai mis 1 semaine à m'en remettre. Donc pendant 1 semaine, mon cerveau était en état d'alerte tout le temps. Donc, je n'arrivais pas à travailler. Tout me stressait finalement comme un espèce de burn-out. Les emails, les gens qui me faisaient sursauter un appel, la sonnette, tout était beaucoup trop. C'était beaucoup trop. Et en fait, j'ai commencé à travailler sur ça. J'ai fait de l'EFT. J'ai fait plein de MDR aussi. Je ne sais plus comment ça s'appelle. MDR. MDR, c'est autre chose. Mais pour essayer de me désensibiliser à ça, et en fait, naturellement, c'est plus ou moins parti. Je ne suis pas 100% confiant au volant de la voiture. Déjà, je peux être passager sans problème. Déjà, ça, c'est une belle victoire. Mais maintenant, j'arrive sans problème à conduire la voiture. On m'a mis un voyage tout seul pendant 4 heures pour un client avec qui je travaille. Et là aussi, tout d'un coup, je me suis dit, mais comment je vais gérer dans un pays que je ne connais pas, dans une voiture que je ne connais pas, tout seul dans la voiture, comment je vais faire? Et puis en fait, ça s'est super bien passé. C'est vrai que l'anxiété, ça c'est hyper intéressant que tu le mentionnes, c'est que en fait c'est vraiment un état d'alerte. Des fois, on ne sait même plus pourquoi. On ne sait pas. Et du coup, en fait, le cerveau va trouver un coupable parce qu'on est dans des symptômes anxieux, puis tout d'un coup, on se retrouve dans la voiture, puis le cerveau va dire en fait, c'est ça le problème. Du coup, ça redonne du contrôle. Et puis, si c'est la voiture le problème, on prend plus la voiture. Voilà, exact. Et pour moi, ce qui était très compliqué, c'était... J'avais toujours l'impression de me sentir mal en voiture, donc vraiment comme un espèce d'un oppressement, une crise d'angoisse, quoi. Et puis, premier réflexe, c'était pour moi de regarder si je pouvais m'arrêter. Donc, bande d'arrêt d'urgence et tout. Donc, ce qui était impensable pour moi, c'était les heures de pointe où on est même arrêté. Pour moi, c'était angoissant. Là où il n'y a pas de bande d'arrêt d'urgence, les tunnels, les travaux, tout était un challenge pour moi. Là, aujourd'hui, je dirais pas que je suis 100% confiant, mais beaucoup plus qu'avant en tout cas. Et puis, j'arrive à prendre la voiture. Ça, c'est déjà un truc, sans avoir de séquelles, comme je te disais au début, pendant 1 semaine, où vraiment ça m'handicape dans mon quotidien et tout. Là aussi, je me rends compte que, écologiquement parlant, c'est pas plus mal de pas conduire la voiture. Donc finalement, on se dit, on lie l'utile à l'agréable. Convictions qui sont venues qui sont beaucoup trop fortes. Mais non, mais finalement,
Pour moi, le but, c'est de pouvoir conduire une voiture dans le cas où j'en aurais besoin, qui est relativement rare. Et d'un autre côté, au point de vue personnel, de vraiment maîtriser ces crises d'angoisse, maîtriser ces états d'alerte. Et puis, ce qui est très difficile aussi, c'est que moi, j'ai vraiment été quelqu'un qui s'est jamais posé de questions, ni sur le plan psychologique, ni sur le plan physique. J'ai jamais eu de limitation, je me suis jamais rien cassé, j'ai jamais rien eu où on m'a dit ah là ça va bloquer. Et là j'ai l'impression que mon corps en fait m'inflige ça ou mon cerveau ou les deux. Et en fait je me rends compte que c'est aussi une douleur, une information qui est saine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je me dis pas mais merde j'arriverai jamais au niveau d'avant et tout. Et en fait le niveau d'avant c'est quoi? Enfin ça veut rien dire. Et puis surtout c'est pour moi un rappel à revenir dans le moment, à me poser la question, est-ce qu'on n'en fait pas trop? Est-ce qu'on s'entraîne pas trop? Est-ce qu'on dort pas assez? Est-ce qu'on mange mal? Et pour moi, c'est peut-être ça le coupable et c'est pas forcément une cause particulière, comme on le disait, la voiture, le volant, les autres, le danger. Et puis pour moi, c'est ça ma manière, en tout cas, de gérer ça au mieux. Et peut-être que si quelqu'un a d'autres conseils, je suis preneur. Mais merci pour ton partage parce que justement, je pense que des gens qui voient ton profil se disent bah voilà, c'est un gars qui a du succès, qui arrive à atteindre ses objectifs, etc. Et c'est important de voir que on peut avoir ce profil-là et on peut aussi avoir des soucis d'anxiété ou autre. À savoir que l'anxiété, je ne sais plus exactement les statistiques, mais je crois que c'est environ 70% de la population qui, une fois dans sa vie au moins, aura un problème avec ça. Les gens qui ont ça de manière chronique, c'est vraiment une infime partie. Donc c'est important pour normaliser aussi, c'est le but de ce podcast notamment, de normaliser certaines Bien sûr. problématiques de santé mentale. Et dans le sport, c'est tellement rare. J'en ai fait un témoignage même pendant que j'avais traversé mon premier lac, parce que j'ai vraiment eu cette grosse explosion pendant mon premier lac, où je l'ai vraiment partagé, où j'ai dit c'était horrible. Enfin, dans le sens, on aurait pu se dire waouh, premier homme à traverser le lac de Lugano, youhou, incroyable. Et moi j'ai dit yes, on a réussi, mais c'était l'enfer. Enfin, dans le sens, c'était l'enfer. Et puis, ce qu'il fallait réussir aussi à se dire personnellement et aussi au public qui nous suivait, c'était qu'il restait 4 lacs après. Et celui-là, c'était le plus court. Et donc, comment on gère ça? Comment est-ce qu'on appréhende le reste, sachant que là, on a fait 1 heure et on a fait une crise d'angoisse qui a duré 3 heures, c'était horrible. Comment est-ce qu'on se sent de remettre ça dans 36 heures tu vois? Et après, encore, et encore. Enfin, là, c'est vraiment un discours qu'on doit avoir avec soi-même et de se dire, OK, pourquoi on est là? Pourquoi on a ces crises? Est-ce qu'il y a une explication? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour les prévenir? Est-ce qu'il y a un outil qu'on peut utiliser pour les diminuer quand elles sont là? Et est-ce qu'il y a un moyen? Enfin, c'est tout ça. C'est vraiment un peu un dispositif qu'il faut mettre en place pour que mentalement, on arrive à déjouer ça. Parce que c'est encore une fois quelque chose qui est sain. Enfin, moi, je le sens vraiment comme ça. Je me dis pas, oh non, j'ai encore une crise d'angoisse ou un truc. Et d'ailleurs, au quotidien, j'ai pas ça. Tu me verras jamais tout d'un coup me coucher, ne plus avoir de la peine à respirer. J'ai pas du tout ça. C'est vraiment une espèce de pression constante qui, encore aujourd'hui, spécialement d'ailleurs pendant cette période où j'ai beaucoup de choses qui m'arrivent, donc il faut un peu gérer tout ça. Mais encore une fois, qui est bizarre parce que moi, je le sens pas comme un stress. Et à mon avis, mon corps, oui. C'est ça. Et en fait, il faut que j'arrive à comprendre mieux aussi tous les stimuli que j'ai au quotidien. Et comme je te disais, je suis quelqu'un qui fait énormément de choses, qui essaye d'être productif, donc qui enchaîne les choses, qui fait aussi plusieurs choses à la fois. C'est pas forcément hyper conseillé. Enfin bref, il y a plein de choses qu'il faut réussir à améliorer, et pas pour être plus efficace, mais plus productif en respectant son corps et son quotidien et son rythme de vie et tout ce qui va avec. Et c'est vrai que ça, c'est hyper challengeant parce que ça change potentiellement tous les jours. Il y a des jours où tout va bien, où on se couche le soir et on se dit purée, il ne s'est rien passé. Et des jours là, comme là cette semaine, où j'ai énormément de gêne. On ne va pas appeler ça une douleur, c'est vraiment une gêne au niveau de la poitrine. Et je me dis, mais est-ce que c'est pas mon corps qui essaye de me dire quelque chose en dehors de l'aspect, peut-être signal du corps? Est-ce que c'est pas vraiment un signe que je dois aller voir pour faire des tests? Est-ce que vraiment on n'a pas raté quelque chose? On se fait beaucoup de films aussi dans sa tête. Et c'est vrai que on ne sait pas, parce que moi, mon métier, c'est pas d'être médecin, donc je ne saurais pas te dire. Puis là, maintenant, si je vais chez le médecin et qu'on m'annonce quelque chose de grave, je me dis, ça fait sens.
Pas dans le sens, Mhm. mon corps me le dit depuis longtemps. Donc c'est aussi ça un peu l'équilibre qu'il faut avoir entre l'information qui est juste, entre guillemets, Mhm. c'est le stress, c'est rien, Ouais. et l'information de peut-être, est-ce que c'est pas mon corps qui est vraiment en train de me dire, mon gars, il y a un truc, faut le soigner. Et ben, cette limite, elle est où? Ouais. Comment on l'appréhende? Comment on la gère? Comment est-ce que quand moi, j'ai jamais eu de douleur ou de blessure ou quoi que ce soit avant, où est ma limite Mhm. pour me dire, là, c'est trop? Ouais. Et c'est pour ça que c'est important de toujours aller vérifier, parce qu'on peut autant des fois mettre trop sur le mental, sur le stress, ou Ou l'inverse, mettre l'inverse, tout sur exactement. le physique. C'est toujours important d'avoir une approche très holistique à ce niveau-là. Mais merci pour ce partage. Je vois que l'heure, je pense qu'on a éclaté l'heure. Claudio, il est en train de s'endormir derrière la caméra. Le pauvre. Non, mais je vais pas te retenir plus longtemps, mais merci énormément Merci à toi. pour cette conversation. Je trouve qu'on a... Alors, comme d'hab, j'ai pas du tout suivi mon canevas, mais on a pu rebondir sur plein de trucs. Je te souhaite tout le meilleur Merci. De même. pour les merci pour les objectifs du coup 2023. Je me réjouis de les découvrir. Ça sort bientôt. Top. Et puis je sais pas si toi tu as un dernier message, un truc que tu as envie de partager avant qu'on termine. Non, pas spécialement, sauf que j'invite vraiment les gens de manière générale à croire en eux. Ça paraît con, mais c'est vraiment un truc qui a tellement changé ma vie, et pas du jour au lendemain évidemment, mais qui fait que depuis tout jeune, j'ai toujours dit que peu importe ma religion, j'ai toujours cru en moi. Et pour moi, les choses qu'on veut qui changent de notre vie, elles viennent de nous, elles viennent pas d'éléments extérieurs. Si on n'est pas content d'une situation, c'est à nous de faire en sorte qu'elle change et pas d'attendre dans un coin à ce que un miracle se passe. Évidemment qu'il y en a des miracles, et Dieu sait que c'est cool parce que ça fait un peu des surprises quand on s'y attend pas. Mais pour moi, c'est vraiment de rappeler aux gens qu'ils sont maîtres finalement et de leur corps et de leur esprit, et qu'il n'y a pas grand-chose qui les sépare de ce qu'ils peuvent accomplir. Donc, qui s'engagent aujourd'hui, et comme on l'a dit, 1% tous les jours et grand écart à la fin de l'année. Alors, je pourrais pas conclure mieux. Merci pour ça. Pour ceux du coup qui sont intéressés par Noam, par ses projets, je mettrai. Il y a tellement de trucs, on va pas les citer à haute voix, mais je les mettrai dans les notes du podcast, donc ça soit sur YouTube, dans le podcast audio. Donc vous avez toutes ces infos. Comme d'hab, mettez vos impressions, vos questions dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir, que ce soit sur le podcast ou YouTube. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Noam. Et puis à une prochaine, j'espère. À bientôt.